Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, la nouvelle émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission à voir et à revoir sur les sites internet et les réseaux sociaux de Radio Émotion et Nice Matin. Notre invité aujourd'hui, Philippe Tabarot, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Philippe Tabarot, vous faites partie de la commission développement durable et aménagement du territoire au Sénat. Cette semaine, l'Union européenne a voté la fin de la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Ça veut dire qu'on va accélérer la transition vers l'électrique. Est-ce que la France y est prête ? Probablement non. Écoutez, je vais travailler sur ce sujet comme je l'ai déjà fait lors de la loi Climat et Résilience, à travers une mission que vient de me confier le président Gérard Larcher, le président du Sénat, notamment sur la mise en place des ZFE, des zones à faible émission, qui est un vrai sujet qui concerne aujourd'hui 11 métropoles dans notre pays et bientôt 35 métropoles. Et on s'aperçoit à travers les premiers retours d'expérience qu'il y a beaucoup de difficultés à mettre en place ces ZFE. Alors le constat, on le fait tous, c'est-à-dire qu'il y a probablement aux alentours de 40 000 personnes qui décèdent par an du fait de la pollution et des particules fines. Les transports, c'est le premier domaine émetteur en gaz à effet de serre à hauteur de 31%. Il y a des mesures à prendre. Pour autant, il faut que ces mesures puissent être acceptées au niveau social, notamment par nos concitoyens. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les zones à faible émission, les ZFE ? Alors écoutez, tout d'abord, je pense, et ça c'est en lien avec votre première question, que l'industrie automobile française et plus largement européenne n'est pas prête. Probablement la différence de l'industrie automobile chinoise. On voit que cette transition est de plus en plus compliquée, que le coût des véhicules électriques est encore important, malgré des aides qui sont apportées avec la prime à la conversion, avec le prêt à taux zéro que j'ai très fortement poussé au Sénat avec un certain nombre de collègues et qui commence à se mettre en place. Et puis, on s'aperçoit également que du retard a été pris au niveau des bornes de recharge, au niveau de l'avitaillement. La question du coût de l'énergie se pose plus que jamais, et notamment pour l'électrique. Et justement, le fait que le coût de l'énergie explose, est-ce que ça ne me remet pas en question le modèle du tout électrique ? La question doit se poser. On ne peut pas fermer les yeux devant cette question. On ne peut pas avancer à marche forcée. Le problème des ZFE, comme vous l'avez dit, c'est principalement l'absence de connaissances par nos concitoyens. Un sondage récent montrait que 60% des Français ne savaient pas ce qu'était une zone à faible émission. Et pourtant, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont obligés théoriquement de la respecter au quotidien. Parce que clairement, ça veut dire que dans un certain nombre de villes, les propriétaires de vieux véhicules et notamment diesel ne pourront plus rouler. Oui, et puis on ira au fur et à mesure sur d'autres véhicules également. On s'aperçoit que personne ne souhaite contrôler. Je lisais récemment les propos de la ville de Nice qui a mis en place une ZFE et qui dit nous c'est à l'État de contrôler, on ne souhaite pas le faire à travers notre police municipale. Donc il n'y a pas de verbalisation par la police municipale. Dans le Var et dans la métropole toulonnaise, le président Falco essaie de repousser chaque semaine la mise en place de la ZFE. Il est intéressant de voir que dans un épisode aussi compliqué en matière de pollution dans nos métropoles en ce moment, le maire écologiste, président de la communauté urbaine de Lyon, demande de revoir les ZFE, de revoir le schéma de restriction, de revoir le calendrier. Donc on voit que même les plus convaincus à l'origine sont aujourd'hui vent debout sur cette accélération. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, la pollution provoque des dizaines de milliers de morts. On ne peut pas rester sans rien faire. Quelle serait l'alternative aux ZFE ? Il faut continuer à aider et accompagner la transition et la décarbonation des transports. Donc bien sûr avec les aides sur les véhicules électriques, sur l'hybride, travailler sur les biocarburants. Et puis, la question du transport en commun, c'est-à-dire que c'est la base de tout. On doit pouvoir avancer dans les ZFE quand il y a un maillage du territoire qui est important en matière de transport en commun, en matière de rabattement tout autour des zones à faible émission, au niveau des bus à haut niveau de service,
des tramways le cas échéant, des cars à haut niveau de service et puis du ferroviaire. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Le ferroviaire, justement, en matière d'investissement, est-ce que le gouvernement est au rendez-vous? Est-ce que les décisions qui sont prises, les investissements sont à la hauteur de l'enjeu? Non, le ferroviaire n'est malheureusement pas une priorité dans notre pays. Le transport est taxé environ à hauteur de 40 milliards dans notre pays. On en retrouve pour le ferroviaire même pas 4 milliards dans les budgets. On s'aperçoit qu'au quotidien, des lignes ferroviaires dans notre pays sont ralenties. Qui dit ralentissement dit fermeture prochaine. On s'aperçoit également que les grands projets structurants tels qu'on les a connus dans les années 80, 90, 2000 ont du mal aujourd'hui encore à sortir. Nous avons travaillé dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures à donner une feuille de route au gouvernement. Malheureusement, aujourd'hui, tous les acteurs les plus objectifs sur la question reconnaissent que très probablement, on est en déficit de financement en France. On a les Italiens qui mettent 100 € par habitant, là où on en met 40 sur le ferroviaire, les Suisses 400. On a le réseau probablement le plus vieux d'Europe. En termes de modernisation, on est au même niveau que la Lituanie au niveau européen. Voilà quelques exemples qui montrent que vraiment, malheureusement, le ferroviaire n'est plus une priorité en France. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait la mise en place de réseaux de RER dans les grandes métropoles. Est-ce que c'est une solution ? C'est une solution si ce n'était pas un effet d'annonce. Bien sûr qu'on est favorable au RER métropolitain. Des régions ont déjà beaucoup avancé sur ces sujets sans attendre... je crois que c'était un TikTok du président de la République un dimanche après-midi. Cela a commencé sur Strasbourg, avec malheureusement des résultats qui ne sont pas pour l'instant à la hauteur. Dans notre région, dans notre département des Alpes-Maritimes, on attend beaucoup de la ligne nouvelle, qui est un projet qu'on porte avec la région, les métropoles, les départements, pour avoir un cadencement supérieur à celui qui existe aujourd'hui, notamment aux heures de pointe, des aménagements dans les gares. Donc tout ça va dans le bon sens. Pour autant, ça ne se décrète pas par une simple décision et ça prend des années pour se mettre en place. Le seul problème, je dirais, du ferroviaire, c'est qu'on peut malheureusement travailler que sur le temps long et que si on tarde à prendre un certain nombre de décisions, elles ont du mal à être mises en place rapidement. La délinquance reste un problème dans les transports publics et notamment dans les trains. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la sécurité ? Je pense que clairement, il faut renforcer l'arsenal sécuritaire dans les rames, sur les quais, dans les gares, dans les stations de métro. On a de plus en plus de difficultés. On le voit à travers l'exemple emblématique de la gare du Nord à Paris, mais des gares du Nord, malheureusement, on en retrouve quelque part partout au niveau de l'insécurité sur le territoire national. Il y a des gens très compétents qui travaillent et qui aident des forces de police, que ce soit la SUGE pour la SNCF, que ce soit le GPSR pour la RATP, que ce soit des sociétés privées. Il faut leur donner les moyens de pouvoir intervenir le cas échéant. Et puis, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Nous avons cette chance d'avoir une technologie qui progresse. Nous avons des caméras dites intelligentes avec des algorithmes qui vont être utilisés pour la première fois, et j'en suis ravi, pour les Jeux Olympiques. J'espère qu'on pourra continuer cette expérimentation. Et puis, à terme, je sais qu'on est un certain nombre d'élus à le demander, la reconnaissance faciale qui pourra aider toutes ces forces de sécurité pour essayer de sécuriser certains lieux de transport, parce que c'est un des aspects qui fait que peut-être les personnes ne prennent pas les transports en commun, comme peut l'être la tarification ou la qualité du service. Alors sur les transports en commun, on voit que les Français subissent régulièrement les conséquences des grèves. Est-ce qu'il faut encadrer le droit de grève et est-ce qu'il faut aller vers un véritable service minimum dans les transports ? Oui, je suis pour le respect, bien sûr, de ce droit constitutionnel qui est le droit de grève, qui est largement utilisé en France aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement en ce moment. Et je crois qu'il faut faire évoluer ce droit de grève parce qu'il est aujourd'hui détourné par un certain nombre de salariés.
Et je dirais même pas de syndicats qui sont eux-mêmes débordés. On l'a vu il y a quelque temps sur la grève au moment des fêtes de Noël d'un certain nombre de contrôleurs. Je crois qu'il faut revoir le préavis de grève qui était de 48 heures et qui doit repasser à 72 heures. Et puis il faut arrêter d'utiliser ce qu'on appelle les grèves perlées, des grèves de 59 minutes, des préavis qui ne sont jamais mis en route et qui permettent de bloquer la situation. Et qu'est-ce qui arrive? Les opérateurs ne sont pas en mesure, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ces grèves, de pouvoir mettre un service à la hauteur des enjeux et puis surtout d'informer les usagers. L'information dans le transport en commun, c'est la base. Et je pense qu'il est indispensable, pour toutes ces raisons, de revoir le droit de grève et de permettre un service qui soit à la hauteur des personnes qui, elles, ne veulent pas faire grève et sont obligées d'aller travailler. Alors, on vient de parler des grèves. Un mot sur la réforme des retraites. Est-ce que le débat qui arrive au Sénat sera plus serein qu'à l'Assemblée? On pourra difficilement faire pire. Hein. Je crois très sincèrement que dans sa sagesse, le Sénat pourra aborder le sujet sur le fond. On voit que ce n'est pas le cas à l'Assemblée. On est dans des jeux, dans des rapports de force, dans des invectives qui sont totalement inacceptables. Et c'est intolérable. Ça ne va pas améliorer l'image de la politique et des politiques? Non, pas du tout. Je pense que cette quinzaine de débats parlementaires sur le sujet des retraites a fait beaucoup de mal à la politique, malheureusement. J'espère qu'on pourra redonner une autre image de sérénité, de confrontation des idées et pas d'invectives personnelles au Sénat. En tout cas, c'est ce que j'attends, moi, de ce débat. Les sénateurs, les Républicains, seront plus dociles que ne l'ont été les députés républicains avec le gouvernement? Moi, je serais dans un souci de cohérence. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on vote au Sénat le report de l'âge légal à 64 ans. Donc maintenant, le gouvernement le met en place. Pourquoi ne pas le voter? Je veux être cohérent parce que j'ai toujours soutenu dans ma famille politique des candidats au présidentiel qui parlaient même de l'âge de la retraite à 65 ans. Je veux être cohérent. Je pense que le Parti des Républicains est encore un parti de gouvernement. Et moi, si je me suis engagé très jeune dans ce parti, c'est que je considère que c'est le parti du travail, que c'est le parti de la solidarité intergénérationnelle, que c'est le parti de la maîtrise des dépenses publiques. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut voter cette réforme. Ce n'est pas une aide à apporter au gouvernement, c'est pas une option, c'est indispensable. Dans un pays qui a 3 000 milliards de dettes, on est obligé de travailler plus. Dans un pays qui est sur un continent qui travaille beaucoup plus, et on sait que l'âge de départ à la retraite, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, est beaucoup plus important que le nôtre. Donc voilà, c'est pas faire un cadeau au gouvernement, mais c'est tout simplement être cohérent et être responsable. Alors, sur un plan plus local, les Alpes-Maritimes, on le voit, sont débordées par l'afflux de mineurs étrangers isolés. Le président du département, Charles Langinesi, en appelle à l'État. Il a raison. Bien sûr, il a raison. Très facile, l'État, on le voit quotidiennement, impose un certain nombre de choses aux collectivités. Et quand le sujet est trop compliqué pour lui, il se décharge sur les collectivités territoriales et en l'occurrence sur le département des Alpes-Maritimes pour cette question des mineurs isolés. Aujourd'hui, on n'est pas dans le cadre de la protection de l'enfance, on est dans le cadre de filières d'immigration clandestine, de jeunes qui arrivent, mais quand on dit de jeunes, on ne sait souvent pas de quel âge, et on parle peut-être très souvent pas de mineurs, et encore moins isolés. Et puis le département a maintenant cette responsabilité. Je rappelle que ça a un coût. Un mineur isolé, c'est environ 50 000 € par an de prise en charge par le département, donc par le contribuable. Et puis, quand on voit le nombre de mineurs aujourd'hui concernés de plus de 5 000, et ça n'arrête pas tous les jours, on voit qu'il n'y a pas suffisamment de place. Et je pense notamment, j'ai été président du foyer de l'enfance, j'ai eu cette responsabilité au département. Et je sais que pratiquement quotidiennement, les services d'aide à l'enfance ont besoin de place dans ces institutions pour des jeunes qui sont en situation de danger, de maltraitance dans leur propre famille.
Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas accéder à des structures parce que on se retrouve dans cet embouteillage au niveau des demandes qui sont liées au changement de politique en Italie, et de traités qui ne sont pas respectés. Pour autant, on ne doit pas pénaliser les enfants des Alpes-Maritimes qui sont quelquefois dans des situations difficiles, et le département ne peut pas prendre en charge l'ensemble des coûts. C'est totalement inacceptable. L'État a réquisitionné un hôtel à Juan-les-Pins. Il y a eu des contestations. Il faut bien trouver des solutions pour ces mineurs étrangers. Oui, mais c'est facile, vous l'avez dit dans votre question. On donne la responsabilité au département et c'est l'État qui réquisitionne. Donc voilà, c'est un problème qui ne devrait plus être à ce niveau, être de compétence du département. Je me bats très fortement au Sénat pour qu'on puisse obtenir pour les régions, pour les départements, pour les communes, une décentralisation forte sur un certain nombre de sujets. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre de la protection de l'enfance, on est dans le cadre de la gestion de l'immigration clandestine dans le pays, et ça devient du ressort bien sûr de l'État. Alors, sur un autre sujet, le parquet national financier et la PJ de Nice ont mené en décembre une perquisition à la mairie du Canet. Ils s'intéressent à une mission que vous menez dans une structure municipale. Où en est cette affaire ? Écoutez, j'en sais pas plus que vous. Ce que je sais tout simplement, c'est que je travaille maintenant depuis plus de 28 ans pour la mairie du Canet. Tout le monde le sait. J'espère le faire de manière bien sûr efficiente et efficace. Donc par rapport à ça, je suis particulièrement serein, je dors bien, sauf quand ma fille de 15 jours me réveille. Mais en tout cas, je me tiens à disposition de la justice pour donner tous les éléments de mon travail. Et ce qui est important aussi, vous imaginez bien que quand je suis devenu sénateur, j'ai demandé s'il était au déontologue du Sénat, si mon activité professionnelle était compatible. Il n'a pas vu d'incompatibilité. Et non, ça a été clairement dit et écrit. Il n'y a pas d'incompatibilité entre mon travail, qui, je le rappelle, est à temps partiel pour le GIP de la ville du Canet, et ma fonction de sénateur. Et tout ça est clairement exprimé, et j'aurai l'occasion de le dire aux enquêteurs du PNF avec sérénité et avec franchise. Alors, une question plus personnelle pour terminer. Vous l'avez évoqué, vous êtes, Philippe Tabarot, à nouveau papa depuis quelques jours d'une petite Marie. Alors, c'est une question qu'on pose très souvent aux femmes, mais comment vous conciliez votre rôle d'homme public, d'homme politique et ce rôle de parent ? Écoutez, c'est un bonheur, parce que on a l'habitude de dire que peut-être pour ceux qui ont des enfants un petit peu plus jeunes, ils sont dans une période de leur vie où ils n'en profitent pas suffisamment. Moi, je profite de chaque instant. Alors, c'est vrai que les instants sont comptés par rapport à mon activité professionnelle et politique, mais tous les instants que je peux consacrer à ma famille, je le fais avec un bonheur immense, et c'est une grande joie de pouvoir donner une sœur à mon petit Louis, et de me dire que quelque part, il faut jamais oublier que la politique, c'est une chose, l'engagement, et je suis très respectueux des personnes qui ont cet engagement, mais également que la cellule familiale, là où on arrive à se construire ou reconstruire ou ressourcer quelquefois, est la base de la vie, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup Philippe Tabarot. Merci. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et les sites internet de Nice Matin et Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.